Il reste encore beaucoup à découvrir sur notre planète. Dirigeons-nous du côté de l'Amazonie. Là-bas, dans les forêts profondes, se cacherait un serpent gigantesque qui aurait provoqué des étranges effets physiques sur ses témoins, mais aussi des empreintes énormes. Pour essayer de voir plus clair et de démêler encore une fois le vrai du faux, j'ai voulu inviter Romuald Le Terrier. Spécialiste du chamanisme amazonien, il va venir vous éclairer et vous donner des pistes de réflexion nouvelles en cryptozoologie. Avec lui, avec moi, partez à l'aventure et devenez les aventuriers des animaux perdus. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro des aventuriers des animaux perdus, avec un invité qui va peut-être vous sembler étonnant dans ce domaine de la cryptozoologie. J'ai nommé Romuald Le Terrier, qui est chercheur en ethnobotanique, spécialiste du chamanisme amazonien. Il s'est illustré récemment par des ouvrages à grand succès, comme Ce Souvenir du futur ou Ce Souvenir de l'au-delà, écrit avec Jocelyn Morisson. Et il a accepté de nous parler de son rapport à la cryptozoologie, alors notamment dans ce livre, De la jungle aux étoiles, qu'on trouve aux éditions JMG, édition Le Temps Présent, et d'une créature que l'on trouverait en Amazonie, la Sachamama, un serpent géant encore plus immense que ce que vous pouvez imaginer dans les plus grands anacondas possibles. On va essayer d'éclairer ce phénomène, ce cryptide, et je suis très content de le recevoir. Bonjour Romuald, je suis très content de te recevoir. Ben, merci à toi pour cette invitation parce que c'est vrai que c'est un sujet dont j'ai très peu parlé dans mes conférences ou mes interventions. Donc, ça me tenait à cœur de pouvoir l'aborder ici et avec toi en plus de surcroît, c'est génial. Voilà. Bon, bah, c'est parfait, je suis très content aussi de te retrouver. Alors, tu évoques cet aspect cryptozoologique dans ce livre De la jungle aux étoiles, paru aux éditions JMG. Mais avant de parler spécifiquement de cette fameuse bête d'Amazonie, j'aimerais que tu nous parles de cette passion pour la cryptozoologie. Qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à la cryptozoologie à un moment donné dans ton parcours? Alors, c'est très ancien en fait. Ça remonte à mon enfance parce que quand j'étais gamin, mon rêve c'était de. Alors, il y a des enfants, ils veulent être footballeurs ou des choses comme ça. Moi, mon rêve, je voulais être zoologiste. Voilà, donc c'était mon truc. J'ai fait faire tous les zoos d'Europe à l'époque à mes parents au début des années 80 et j'étais fasciné par ça. Et je me rappelle, j'allais chercher mes livres à Jussieu chez un libraire spécialisé en fait en zoologie et en sciences naturelles qui s'appelait René Thomas. C'était juste à côté de la fac de Jussieu. Et donc, il avait plein d'ouvrages, bien sûr, de zoologie qui me faisaient rêver, hein. Il y avait des choses que je comprenais et d'autres que je comprenais moins parce que j'étais quand même enfant. Mais j'aimais cet univers de connaissances, de savoir autour des animaux. Et je rêvais surtout des pays que je pouvais aller visiter en tant que zoologiste, l'Amazonie, l'Afrique. Enfin, tout ça, ça me faisait beaucoup rêver. Et je me souviens que chez ce libraire-là, j'ai découvert un jour un livre de Bernard Revelmans qui s'appelait Les derniers dragons d'Afrique, que j'ai acheté et que j'ai lu et qui m'a fasciné, vraiment fasciné. Et je me suis ensuite intéressé à tous les autres ouvrages de Bernard Revelmans. Et ça a été vraiment une naissance d'une vraie passion parce que la cryptozoologie, ce n'est pas uniquement qu'une science naturelle liée à la zoologie. Il y a aussi souvent des témoignages des peuples qui vivent à proximité de ces dites créatures. Et donc, il y avait déjà une dimension ethnologique. Et quelque part, je dirais presque que ça préfigurait chez moi ma passion d'adulte pour l'ethnobotanique, c'est-à-dire mélange de sciences naturelles et en même temps d'ethnologie. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert la cryptozoologie et que je me suis familiarisé avec la plupart des grandes créatures de la cryptozoologie, le serpent de mer, le poulpe géant, le kraken, enfin le mokole mbembe, enfin tout ça, voilà, qui me fascinait et qui était un petit peu mes grandes rêveries d'enfants et de jeunes adolescents. Hmm. Alors, cette cryptozoologie, tu l'as croisée à un moment donné dans tes recherches en Amazonie, et c'est un épisode que tu évoques d'ailleurs dans le livre que j'ai présenté, cette fameuse créature que l'on appelle la Sachamama, créature mythologique, un serpent qui ferait 50 mètres de long, enfin quelque chose qui est inimaginable. Est-ce que tu peux déjà nous en parler? Parce que beaucoup connaissent le monstre du Loch Ness, le Yeti, ces grands cryptides, mais peut-être que celui-ci est un peu plus méconnu du grand public. Oui, la Sachamama, c'est d'abord une créature mythique hein, qu'on retrouve à la fois dans la mythologie indigène, hein, vraiment des peuples racines de l'Amazonie, mais qu'on retrouve aussi dans la culture métisse
des gens du fleuve, si tu veux, et c'est quelque chose qui est connu. La Sachamama, c'est quand même au départ un serpent qui vit en forêt. C'est un être qui est censé vivre dans les profondeurs de la forêt, des forêts impénétrables, mal connues, voire inexplorées, et qui en plus a la capacité de se cacher quand elle le désire à l'intérieur des rios, des affluents de l'Amazone, de se cacher vraiment. Voilà. Donc moi, si tu veux, quand je suis arrivé en Amazonie, je savais qu'il y avait ce mythe, qu'il y avait cette légende, et d'ailleurs les peintres ayahuasqueros, c'est-à-dire les peintres comme Pablo Maringo, qui furent les premiers à représenter le monde des visions de l'ayahuasca en peinture, ont souvent peint la Sachamama dans leur peinture, et ça m'a intrigué, donc j'ai commencé à poser des questions de fil en aiguille. J'en ai parlé à Pablo Maringo qui m'a dit mais si, c'est une vraie créature, elle existe et tout. Il y a des gens qui témoignent de sa rencontre avec la Sachamama. Alors elle n'est pas toujours de la même taille, des fois elle est plus petite, des fois elle est plus grande. Une sorte de plasticité un peu bizarre selon les témoignages. Donc je me suis dit, bon, il y a quelque chose de l'ordre de la mythologie, du folklore, de la psychologie. Et je voulais en savoir plus, mais sans savoir en fait. Parce que je n'étais pas là-bas pour m'intéresser à une créature cryptozoologique, bien sûr. Ça m'a rattrapé après en fait. Hmm. Alors, tu as rencontré des témoins, tu les as enregistrés, et il y a un témoignage notamment qui t'a marqué parce que non seulement par les manifestations physiques autour de l'apparition de cette créature, et on va rejoindre un thème un peu connexe d'ailleurs. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce témoignage? C'était novembre 91, Ricardo, le récit de Ricardo. Oui, c'est ça. Ricardo et son beau-frère Angel, qui sont tous les deux des motoristas, c'est-à-dire des gens que moi j'ai côtoyés parce que ce sont des gens qui affrètent les pirogues et qui pilotent les pirogues en fait sur le fleuve. Moi, comme je suis allé comme dans des endroits circulés, dans des communautés, sur le haut Ucayali, le bas Ucayali, jusqu'à Iquitos en fait. Donc on a fait pas mal de méandres et c'est vrai qu'il faut plutôt avoir des gens qui sont des experts dans ce domaine-là et ne sont pas des rigolos ou des gens qui racontent des bêtises. Et donc, Ricardo, à un moment, me parle d'un témoignage qui lui est arrivé donc, au début des années 90, en 91, où avec son beau-frère, Andrel, il prospectait en fait sur le Rio Purus pour essayer de trouver peut-être à un moment des choses en lien avec le pétrole. Alors, bien sûr, ce n'est pas très clean, mais bon, voilà, il faut bien que les Amazoniens y vivent et à un moment, on leur demandait de prospecter. Donc, ils sont allés sur un endroit extrêmement reculé d'un des méandres et affluents du Rio Purus. C'est à la frontière entre l'Amazonie brésilienne et l'Amazonie péruvienne, en fait. Et donc, la tribu qui vit dans ces régions-là, ce sont les Uniquin, qui est une tribu assez connue. Et donc, ils sont allés assez loin, dans une région d'ailleurs où il y avait même des Indiens non contactés, donc ils se sont fait flécher même quand ils ont remonté ce rio. Et au détour d'un méandre, ils ont été tous les deux à un moment, il y a eu comme une sorte de signal psychologique, comme une intuition, où ils se sont sentis observés en fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le témoignage, moi, j'ai observé les manifestations kinesthésiques, somatiques, lorsqu'ils me racontaient leur histoire, et je voyais la chair de poule arriver, je voyais la transpiration au moment du récit. Donc, on n'est pas sur un truc mythologique qu'on raconte sans avoir une interaction émotionnelle. Il y avait vraiment une dimension émotionnelle à leur témoignage très forte, qui est un gage quelque part aussi, pour moi, d'une certaine forme déjà de véracité en termes de faits psychologiques dans un premier temps. Donc, ils se sont sentis observés. Donc, ils étaient sur une petite pirogue avec un moteur, une sorte de péké-péké, comme on appelle ça là-bas. Et la première manifestation qui s'est passée, c'est que le moteur de la pirogue a calé. Voilà, il s'est arrêté. Il ne pouvait pas le redémarrer, il y avait de l'essence, il y avait tout, il ne pouvait pas le redémarrer. Donc, ils ont commencé à se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on est loin, sans moteur, ça va être une galère, enfin, un truc pas possible et tout ça. Et à ce moment-là, ils ont entendu un craquement dans la forêt, où ils ont vu quand même deux grands arbres bouger, mais vraiment très fort, quoi. Un peu un truc style un T-Rex dans Jurassic Park quand ça bouge un peu les arbres, quoi. Tu vois, donc ils se sont dit, enfin c'est moi qui fais cette comparaison, mais selon le témoignage qu'ils m'en donnaient, les arbres ont bougé. Et à ce moment-là, Andrel, le beau-frère de Ricardo, voit tourner et s'entourer autour d'un grand arbre euh, un serpent qui, semble-t-il, fait au moins plus d'1,50 m, 1,70 m de diamètre, ce qui n'est absolument pas plausible en termes de zoologie, puisque les plus gros anacondas avoisinent les 10 mètres, mais on n'est jamais dépassé des dimensions aussi importantes. Ça aurait été certainement un serpent de plus de 20 mètres. Donc, à un moment, ils perçoivent ça, ils entendent les craquements, et à ce moment-là, il se passe un phénomène assez incroyable pour les deux, c'est qu'ils ressentent un phénomène de paralysie. Ils se sentent paralysés, et ils ressentent dans leur corps des sensations d'électricité, de fourmillement, d'électricité, en même temps que la paralysie. Et se produit aussi un autre phénomène, c'est qu'à un moment, quand tous les deux sont en train de percevoir le
le phénomène, il y a une sorte d'effet Oz, ils le disent, hein, ils se sentent être vraiment comme dans une vision d'ayahuasca en fait. Ils ont déjà pris, ils connaissent la plante, ils ont l'impression d'être dans le monde des visions, d'être hors du temps, et à ce moment-là, ils ont effectivement des formes qui leur sont projetées dans leur conscience, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont des visions, des choses assez sombres, assez menaçantes quand même, hein. Ils ont quand même un gros stress. Donc Ricardo arrive à se baisser malgré tout, à prendre une pagaie, et malgré la paralysie, essaye de retourner à contre-courant dans l'autre sens. Ils arrivent à s'éloigner progressivement du phénomène et ils arrivent surtout à redémarrer la pirogue, le moteur de la pirogue, et ils arrivent à s'échapper. Ils ont fui, hein, ils ont vraiment eu une peur terrible. Et, quand j'ai demandé à Andrel s'il s'agissait d'un serpent, il m'a dit oui, c'était vraiment un serpent, un très très gros serpent. Jamais vu un anaconda de cette taille-là, alors que c'est des hommes du fleuve qu'on naviguait, qu'on a vu des centaines de fois, donc beaucoup plus gros. Donc pour eux, c'était la Sachamama, ils n'en avaient aucun doute, ils étaient sûrs d'avoir rencontré la Sachamama. Et on est sur quelque chose qui ressemble à un anaconda géant, en fait, ce serait ça. C'est ça, ouais. C'est ce qu'ils décrivent, hein. Ils décrivent un serpent constrictor, donc de très très grande taille, hein, vraisemblablement plus de 20 mètres de long, 1,50 m de diamètre, très fort, hein, pour être capable quand même d'arriver à bouger quelque part les arbres, si tu veux, à faire bouger des palmiers, des arbres. Donc, quand même une créature assez importante. Ouais. Alors, il y a d'autres témoignages depuis longtemps. Est-ce que tu as entendu des histoires avec le même portrait robot de ce serpent géant? Il y a d'autres témoignages qui se recoupent? Oui, bah, c'est quelque chose d'assez fréquent en Amazonie, hein. Il y a plein d'anciens qui disent qu'ils ont croisé la Sachamama. Après, c'est toujours quelque chose de très dangereux parce que souvent, quand tu la croises, il y a ce phénomène quelque part de mise en hypnose, de paralysie, parce qu'à un moment, bah, elle vient vous rouster, quoi. Donc c'est quand même quelque chose d'assez dangereux. Ensuite, il y a un témoignage qui est super intéressant qui s'est passé là à grande échelle, hein, puisque ça a même fait la une du magazine du quotidien La Repubblica, qui est un quotidien péruvien. C'était en 1997 dans une communauté amérindienne du nom de Nuevo Tacna. Si tu veux, là-bas, il s'est passé quelque chose. Donc, c'est dans la province de Mayanas. Et là, les gens, les 600 habitants de la communauté de Nuevo Tacnas, se sont trouvés dans une espèce d'hystérie collective, de peur totale, parce qu'ils ont vu sortir de la forêt un serpent qui est là beaucoup plus gigantesque, puisque ce qui est décrit par les témoins est un serpent de plus de 40 mètres de long et de 10 mètres de diamètre, de 10 mètres de large. Donc, et qui serait sorti de la forêt et qui serait allé plonger dans le fleuve. Et en plongeant dans le fleuve, créer quasiment un mini raz-de-marée, puisqu'il y a même des embarcations au port de Nuevo Tacna qui ont été coulées. Donc une population complètement terrorisée, à tel point que le gouverneur local décide d'envoyer une équipe de biologistes et d'experts en hélicoptère pour aller voir ce qui se passe, parce qu'apparemment c'est l'hystérie, c'est la folie totale. Donc quand ils arrivent là-bas, ils constatent une population complètement traumatisée, qui ont tous des témoignages hyper cohérents sur ce qu'ils ont vu, sur ce qui s'est passé, au niveau du timing, de l'heure, de comment ça s'est produit et tout ça. Donc, c'est très clair. Ensuite, le gouverneur décide de prendre un hélicoptère avec les biologistes et de parcourir la forêt, la dite forêt, en hélicoptère. Et là, ils se rendent compte d'un truc quand même, qui est quand même une trace physique, matérielle, c'est-à-dire qu'il y a une trouée dans la forêt de plus de 300 mètres de long et de 10 mètres de large, qui va d'un point précis de la forêt jusqu'à la rivière, jusqu'au méandre, jusqu'au fleuve. Et là, ce n'est pas compréhensible parce que les arbres sont couchés, complètement couchés, comme s'ils avaient été écrasés par quelque chose de gigantesque. Et il n'y a pas de bulldozer à proximité dans la communauté de Nuevo Tacnas pour pouvoir faire ça en termes de travaux forestiers, quoi. Il n'y a pas d'engin capable de faire ça. Donc, ça reste un mystère. Il n'y a pas eu d'explication à ça. Quand on va à Nuevo Tacna aujourd'hui, ils en parlent encore. Voilà, c'était traumatisant. Et eux, ils disent que c'était forcément la Sachamama. Alors, ça nous interroge quand même, parce qu'on se dit, on a une créature qui est mythique, qui est capable de se manifester. Et là, c'est intéressant de revenir sur le mode de manifestation, même par rapport au témoignage de Ricardo et d'Andrel. On peut, pour ceux qui connaissent un petit peu le sujet, on peut très bien, cette phénoménologie de ce qui se passe, on peut très bien la retrouver ailleurs, et notamment dans les phénomènes d'abduction et de rencontre du troisième type dans les ovnis. Le calage du moteur, récurrent.
hein, dans les histoires de contact rapproché avec des ovnis, les phénomènes de paralysie, de sensation d'électricité dans le corps, un effet Ose qui fait qu'on est hors du temps, l'impression d'être hors du temps et d'être plus uniquement en interaction qu'avec le phénomène et pas la réalité de la forêt qu'il y a autour. Il y a cette idée aussi d'un moment d'avoir un contact de conscience à conscience, c'est-à-dire que la Satchamama commence à induire un état hypnotique chez les deux protagonistes, les deux témoins, et il y a une forte peur qui fait qu'ils arrivent quand même à s'échapper du phénomène. Et c'est quasiment copier-coller par rapport à certaines phénoménologies de l'ufologie. Donc, qu'est-ce qui s'exprime dans ces manifestations? Moi, je pense qu'il y a deux choses. Je ne ferme pas la porte à une cryptozoologie classique où il pourrait effectivement y avoir un constrictor très important dans l'Amazone qu'on ne connaît pas, qu'on ignore tout, peut-être une espèce fossile comme le Titanoboa, qui pourrait d'ailleurs correspondre, lui, en termes de taille et de diamètre, effectivement, à ce que pourraient être les descriptions d'Andrel et de Ricardo. Mais quand on arrive à Nuevo Tacna, à une créature qui fait 40 mètres de long, qui fait 10 de large, qui pulvérise la forêt sur 300 mètres et qui va faire un mini tsunami quand il plonge dans un affluent de l'Amazone, c'est juste inconcevable. Alors, on ne sait pas tout, bien évidemment, hein, on n'a pas encore peut-être tout découvert, mais il y a quelque chose qui me dit quand même que par rapport au mode d'apparition de ces entités, il y a un double phénomène. Je pense que pour moi, alors j'avais écrit ce chapitre-là que tu parles, il est d'abord écrit dans un autre livre que j'ai écrit qui s'appelle La danse du serpent, où j'avais d'ailleurs intitulé mon chapitre de l'auto-émergence des mythes dans le réel. Pourquoi? Parce que je pense que ces entités ont la capacité d'être à la fois mythico et objectives, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de se manifester un petit peu dans les mêmes proportions et dans la même ligne d'idées que les travaux, par exemple, très élaborés de Bertrand Meeus par rapport au phénomène ovni, par exemple. Donc je pense que la cryptozoologie, elle s'est déjà ouverte aujourd'hui sur le terrain au récit ethnographique, c'est-à-dire à l'intérêt des peuples premiers pour pouvoir découvrir ces espèces. Mais ça va plus loin. Je pense qu'il y a quelque chose qui est du domaine qui doit s'ouvrir aussi sur le domaine de la psychologie, sur le domaine de l'inconscient, sur le domaine des archétypes. Et qu'est-ce qui vient se manifester ici? Et comment des entités, quelque part, on va dire, physico-mythiques, ont cette capacité de se manifester? Et pourquoi? Et dans quelles circonstances? C'est ça, à mon avis, l'enjeu aujourd'hui d'une des questions aussi de la cryptozoologie. Alors sur cette question très très intéressante, parce que tu poses là des hypothèses qui ne sont pas fréquemment mises en avant, et donc c'est très stimulant ce que tu évoques. Ce serpent viendrait d'où en fait? L'origine, c'est quoi? C'est la conscience de l'observateur qui, par sa croyance, crée ce serpent? Est-ce que c'est le serpent de lui-même exogène qui décide d'apparaître à une conscience qui entre en osmose? Est-ce que c'est une autre dimension? Comment ça fonctionnerait selon toi? Il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir la notion d'interface de communication, c'est-à-dire qu'à un moment, pour pouvoir, un facteur exogène, quel qu'il soit de son origine, on peut effectivement penser qu'il va utiliser des interfaces culturelles pour communiquer, et pourquoi pas des interfaces mythiques. Il y a un trait qui est quand même super intéressant, c'est que moi, lorsque j'ai commencé à prendre l'ayahuasca et que j'ai aussi étudié beaucoup la peinture visionnaire de Pablo Maringo, je me suis rendu compte qu'en fait, sous ayahuasca, on pouvait voir non seulement plein d'archétypes, mais aussi tout un bestiaire cryptozoologique. Ça m'a beaucoup surpris. Pourquoi on voit sous ayahuasca des sirènes, des lutins, des elfes, des fées, des yétis, le Yakuruna par exemple, des monstres du style dinosaure, et là, la Sachamama, des serpents géants. Il y a même des dragons aussi qui sont vus des fois en vision. Donc, comme s'il y avait tout un bestiaire à la fois cryptozoologique, mais aussi mythique, qui s'exprimait et qui aurait une vie autonome dans cet univers de vision qui est considéré par les Indiens comme étant une sorte de dimension parallèle, comme une sorte d'un autre niveau de réalité et de perception du réel. Et il n'y a pas que des entités comme ça, il y a aussi les yoshi, par exemple, les yoshin, dans la pensée des Charanawa, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on a affaire à des entités qui sont ambivalentes au niveau perceptuel. Tout phénomène, on va dire, perceptif, ambivalent, incompréhensible, paradoxal, devient un yoshin. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que dans la pensée des Indiens, dès qu'il y a quelque part un bug perceptuel dans la forêt, on va attribuer ça à
une sorte de relation à un esprit. Voilà. On dit qu'un esprit est en train de se manifester. Et quand les gens disent, les métis disent aux Indiens, ouais, mais les Yoshins, ça n'existe pas, c'est un mythe, les Indiens leur répondent, c'est parce que vous n'avez pas suffisamment vécu en forêt. Donc ça veut dire que s'immerger dans la forêt, et ça on revoit ça avec la diète chamanique, dans l'initiation chamanique, les chamans vont parfois s'isoler pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, sans plus aucune relation avec la dimension sociétale. Il y a plus, ils sont dans une sorte d'ermitage, ils font retraite dans la forêt, ils sont seuls. Et ils disent qu'au fur et à mesure que ce processus se met en place, non seulement ils commencent à voir se manifester dans la forêt des entités qui ne sont pas visibles normalement, jusqu'à la fin pour certains de dire que de toute façon, ce monde psychique et ce monde physique finissent par ne faire plus qu'un. Et donc de rencontrer physiquement, matériellement dans la réalité des entités qui sont censées être des esprits, et donc être uniquement des créatures de la sphère psychique. Moi, je me souviens très bien d'un vieux chaman qui disait que quand il avait diété pendant 2 ans, les esprits des plantes, il déjeunait avec le matin. Il venait le voir, et puis il parlait, il mangeait un truc, et il pouvait les toucher. Et c'était des esprits, des êtres verts, à l'allure filiforme, tout ça. Donc à un moment, j'aime cette phrase des Indiens qui disent, si vous viviez vraiment longtemps dans la forêt, avec elle, vous seriez capable de percevoir toute cette dimension mythique. Alors je pense que il y a par moments ces interfaces qui permettent justement ces apparitions collectives à Nuevo Tacna, collectives aussi avec André et Ricardo, mais ça nous interroge sur, au fond, qu'est-ce qui se passe quand on va loin comme ça dans une forêt? Qu'est-ce qui se passe quand on s'immerge profondément hors de toute dimension sociale? Alors, pas à Nuevo Tacna, je le reconnais, mais c'était quand même une communauté assez isolée. Et 600 habitants, c'est pas beaucoup, hein. Donc, on sait aussi qu'il y a quand même beaucoup de pratiques chamaniques dans ces villages, et que parfois, ces manifestations peuvent être aussi conçues et perçues comme étant la force d'un puissant chaman qui est capable de faire apparaître justement son pouvoir à travers de telles manifestations. C'était justement ce que je voulais te poser comme question, parce que j'ai interrogé dans cette émission Michel Ballot sur les traces du Mokele Membe, et il parle des initiés qui sont au Congo et qui pourraient avoir des clés pour trouver la bête, et notamment par l'intermédiaire des esprits des défunts qui seraient capables de repérer l'animal. Est-ce que tu as eu connaissance de ces chamans qui, par leur chant, seraient capables de susciter des formes physiques de cette autre dimension? Les pouvoirs des vieux chamans, je ne dirais pas que c'est illimité, mais on rejoint les grandes traditions de ce qu'on appelait la grande magie, quoi. C'est-à-dire vraiment d'être capable de créer des événements, de faire apparaître des choses à partir de rien. Moi, j'ai eu des expériences comme ça en Amazonie avec des vieux chamans, à me dire, mais je suis en présence d'aliens, c'est pas possible, ou d'être surnaturel, vraiment, quoi, ou être en présence de Merlin, par exemple, vraiment, tu vois, de me dire, là, il est à côté de moi, quoi, le vieux, c'est pas possible, quoi, c'est des choses. Alors oui, il y a des chants qui permettent d'appeler certaines entités. Pablo Maringo me disait qu'il y avait des chants pour aller dans les étoiles, pour aller sur la Lune, par exemple. Il avait un chant particulier qui m'a chanté. Et il y a des chants pour aussi appeler des entités exogènes, comme ce qu'on pourrait appeler communément des extraterrestres. Il y a des chants pour appeler des esprits de la nature, évidemment. Évidemment, c'est des fréquences spécifiques avec des langages aussi, parce que ce n'est pas qu'une dimension sonore et musicale, il y a aussi la dimension sémantique des chants, très importante, qui va quelque part créer les conditions de la rencontre. Donc oui, bien sûr, ce que tu dis, c'est juste. Mais ça reste très secret. Oui. Ça reste très secret, c'est des choses d'initiés, hein. Et je pense que oui, par rapport à l'Afrique et ce possible dinosaure, si c'en est un, je pense qu'il y a des initiés qui sont capables effectivement de rentrer en relation avec l'entité, si elle est à la fois mythico-objective, comme je le pense. Alors oui, apparemment, il y aurait des traces, mais est-ce que toi, tu as vu des traces? Est-ce que tu as vu des choses incroyables, des créatures, des cryptides dans tes expériences? Je parle même physique, l'ayahuasca étant autre chose. Oui, à Nuevo Tacna, il y a une trace, 300 mètres de long, 10 mètres de large. Dans les ovnis aussi, souvent, il y a des traces, avec des odeurs aussi, des odeurs soufrées, des odeurs d'ozone, des choses comme ça. Donc oui, il y a des traces. Il y a des traces. Il y a certains chamans avec qui je me baladais dans la nature, ils sentaient une odeur particulière. Ils disaient, là, il y a un esprit qui est dans le coin. Il y a tel esprit qui est là.
C'est-à-dire qu'au niveau olfactif, ils étaient capables de reconnaître une entité. Donc, il y a des traces. Après, ces traces-là, il faut aussi avoir une culture pour pouvoir les reconnaître. Tu peux te balader dans la forêt, toi, en tant que chercheur en ethnobotanique, et tu vas sentir un petit peu les odeurs des fleurs, et encore, parce que nous, au niveau du… Même moi, si j'ai plutôt un bel appendice, il faut reconnaître qu'on n'est pas bien câblé, nous, en Occident, pour bien sentir avec nos sens la nature, tu vois. Donc, moi, je sentais quelques odeurs de plantes qui étaient assez fortes, mais je n'étais pas capable de sentir certaines odeurs que eux décrivaient, par exemple. Je ne les sentais pas, je ne les percevais pas, en fait. Mais et alors, dans tes visions, pour le coup, est-ce que tu as vu des cryptides, comme tu as dit que tout à l'heure, il y en avait dans certaines Ah visions ouais, ayahuasca. Est-ce que ah tu oui. en as rencontré? Quelles ont été les interactions? Moi, j'ai vu une sirène une fois apparaître devant moi, se transformer en être humain. C'est-à-dire, d'abord, c'était une sorte de poisson, puis ça s'est transformé ensuite en sirène, donc avec un corps de femme et tout, pour devenir ensuite une femme devant moi. Une femme en 3D que j'aurais quasiment pu toucher dans mes visions, tu vois. Mais ouais, donc il y a des choses. Moi, ça m'avait surpris, parce que je me dis, mais c'est quoi en fin de compte? C'est nos propres croyances, c'est nos trucs à nous, c'est un fond archétypal, on va dire, qui est commun à toutes les mythologies. Parce que pourquoi percevoir ça, tu vois? Moi, j'ai vu aussi des dauphins roses se transformer en êtres humains, en vision, j'ai vu tout ça. Euh, des êtres oiseaux aussi, j'ai vu des elfes, j'ai vu alors, des elfes comme on les voit dans les trucs dans les livres de féerie, quoi, tu vois, des petits êtres 10, 20, 30 centimètres, les oreilles pointues, des grands yeux noirs, des trucs, ça ressemble même des fois un peu à les petits gris, hein. Faut reconnaître aussi de l'ufologie. Donc, tu te dis, qu'est-ce que c'est que tout ça, quoi? Il y a un moment, tu es même un peu dans le rejet, parce qu'en tant que scientifique, tu te retrouves au pays de Walt Disney, tu te dis, oh, c'est qu'est-ce que je fais là? Alors, c'est pas que ça, l'ayahuasca, bien sûr, il n'y a pas que ça, mais ça fait partie un peu des thématiques récurrentes. On retrouve ça, effectivement. Hmm. Alors, cette question, c'est toujours la même. Ce fond archétypal que tu décris, c'est justement l'ensemble des choses qui ont été imaginées par les hommes et qui finissent par se mettre dans ce grand cloud, ou est-ce que ce sont des choses exogènes, antérieures à l'homme? C'est peut-être la question de l'œuf de Colomb, mais comment tu penses que ça fonctionne tout ça? Est-ce que dès lors que l'on pense quelque chose, ça se matérialise dans cette dimension cloud, on dirait? Ouais, c'est clair que ces entités s'adaptent à ce qu'on est capable de percevoir et prennent souvent la forme la mieux adaptée pour qu'on comprenne. Hein, moi, je l'ai vu ça avec les esprits des plantes et notamment l'esprit de l'ayahuasca. On sent bien qu'à un moment, elle va emprunter aussi des choses à nous pour se rendre visible au niveau de la conscience. Elle va emprunter des souvenirs, elle va emprunter des schémas émotionnels, elle va quelque part utiliser les cordes sensibles pour pouvoir créer la meilleure interface pour chaque personne. Donc ça peut être quelque chose de biologique au niveau de l'adaptabilité, c'est-à-dire qu'on sait par exemple que les plantes qui sont immobiles utilisent la mobilité des insectes pour leur reproduction. On peut imaginer que les plantes qui sont pour moi conscientes mais qui n'ont pas d'organes cognitifs comme un cerveau empruntent la cognition et donc le cerveau humain pour pouvoir communiquer avec la conscience humaine. Ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en évidence, mais d'ailleurs dans cet ouvrage, hein, de la jungle aux étoiles, qui est aussi une réédition de l'enseignement de l'ayahuasca, où j'ai essayé de montrer cette hypothèse, qui est une hypothèse biologique qui tient la route, puisque ça serait une forme d'adaptabilité des plantes à notre conscience, et qui, quelque part, utiliserait la théorie de l'emprunt, qui est un peu leur stratégie évolutive préférée, on va dire, aux végétaux, pour justement pouvoir communiquer avec nous. Donc, moi, je me dis qu'il y a quelque chose qui est autonome aussi, hein. Vraisemblablement, on n'a pas affaire qu'à des fantasmes et à l'imaginaire. Le monde des visions, pour moi, il a sa propre autonomie. Et les archétypes qu'on voit vivants dans le monde des visions sont des êtres qui ont leur propre réalité. Mais moi, je me suis fait une expérience qui était intéressante, de savoir où est cette frontière justement entre ce qui est créé, imaginé, imaginal, c'est-à-dire autonome. Je me souviens d'une expérience où à un moment, moi, sous ayahuasca, j'ai imaginé des sortes de mandalas comme ça, que je faisais tourner devant moi en vision. Je faisais tourner. Je les faisais tourner volontairement, hein, dans un sens ou dans un autre, donc au gré de ma conscience. Et je m'apercevais d'un moment où il y a un switch, où le truc il tourne et hop, il prend son autonomie et tu ne maîtrises plus en fait. Et là, il devient autonome, il devient vivant, il a sa propre vie, alors que c'est toi qui l'as créé à un moment, tu vois. Mais tu sens qu'il t'échappe à un moment, qu'il a sa propre vie. Ça, j'avais trouvé ça intéressant parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui est certainement le point de jonction entre ce qui est du domaine de l'imaginé et du domaine de l'imaginal. Voilà. On est capable, par notre imaginaire, d'imaginer des choses, mais à un moment, si par exemple je vais imaginer
une clairière avec une forêt, que j'imagine la forêt autour. Ça, je peux l'imaginer, n'importe qui peut le faire, à peu près, hein. On peut imaginer ça. Mais à un moment, des choses vont apparaître dans cette clairière qui sont autonomes et qui profitent de la construction imaginaire pour s'infiltrer en fait et venir communiquer. Hmm. Bon, en tout cas, on a bien conscience que ce que tu évoques, ça bouscule aussi un peu les idées reçues. C'est une autre grille de lecture, je la trouve absolument passionnante parce qu'on voit aussi toute la phénoménologie, hein, que tu as évoquée entre ces cryptides précisément et puis le phénomène ovni. Souvent, ça a été décrié d'ailleurs, hein, dans la cryptozoologie. Certains disaient ils sont pas sérieux quand on mélange les ovnis, le monstre du Loch Ness, c'est à rejeter. Mais ta démarche, elle est profondément scientifique, hein. Ça, tu l'as bien montré, hein. Il n'y a absolument rien je dirais, de fumeux ou d'ésotérique dans le mauvais sens du terme dans ce que tu évoques. C'est pour ça que ta présence dans cette émission était vraiment très importante aussi pour créer de nouvelles pistes de recherche dans cette cryptozoologie. Écoute, moi, c'est une science qui me fascine parce que je la considère vraiment comme une science. Ouais. Après, bien sûr, il y a des choses qui sont du domaine de la zoologie pure, hein, et matérialiste. Il y a plein d'espèces qu'on a encore à découvrir et qu'on n'a pas découvert. Et ça, je suis complètement OK avec ça. Et je pense que c'est bien justement que des gens s'y intéressent et essayent de découvrir peut-être une espèce de mammifère qu'on ne connaît pas au Congo ou dans la région du Cameroun ou du Zaïre. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Après, je pense que cette science, elle a plusieurs niveaux. Et c'est bien aussi de les reconnaître parce qu'en plus, je pense qu'il y a des communications entre ces niveaux qui peuvent être vraiment très enrichissants. Mais je ne dis pas que toutes les créatures cryptozoologiques sont des manifestations psychiques. Je ne dis pas ça, je tiens à le préciser clairement. Oui, 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 c'est très, très important, mais on retient surtout cet appel au décloisonnement et au Oui, fait que important. il faut aussi sortir de nos champs d'expertise et s'ouvrir. La cryptozoologie, c'est aussi cette science qui permet cette ouverture aux champs que tu as évoqués, à la botanique, à l'ethnologie, mais ça fait déjà longtemps aussi avec les témoignages qui sont la source première, hein, aussi de la cryptozoologie, de l'enquête. Merci en tout cas, Romuald. Je pense que avec ton éclairage, on a pu partir en Amazonie à la découverte de ce serpent géant mythico-réel qui laisse en tout cas des empreintes sur les témoins et puis des empreintes bien sûr physiques. Et alors, quelle est ton actualité? On termine toujours l'émission quand même par tes projets. Si tu Oula. souhaites en divulguer quelques-uns. Alors, il y a plein de projets. Je suis en train d'écrire plusieurs livres. Euh, donc voilà, il y a plein de choses. Je peux en parler un peu, hein. Il y a un livre qui va s'appeler Méditer depuis le futur, qui va sortir l'année prochaine, qui est à peu près à cette période, avant l'été, qui est un livre où j'ai voulu faire une suite à ce souvenir du futur et donner des outils très pratiques aux gens pour pouvoir justement aller dans la prémonition, capter de l'information du futur avec des outils très concrets. Donc j'ai voulu faire ça. Il va y avoir une réédition de ces souvenirs du futur en illustré, que j'adore, je trouve ça génial, c'est parce que c'est pédagogique et puis c'est bien aussi pour un plus jeune public. Et j'ai aussi un livre qui va s'appeler Voir l'invisible avec les chamans, sur justement le chamanisme, les représentations. Donc je vais parler un petit peu de tout ça, bien évidemment, mais ça sera un très beau livre aussi. Web cosmique, donc un petit peu le troisième volet de Se souvenir du futur, Se souvenir de l'au-delà, avec Jocelyn Morisson. Et un jeu aussi qui va sortir sur les synchronicités avec Philippe de Weiss, qui devrait sortir au mois de mars aussi de l'année prochaine. Donc plein de projets. Voilà. Parfait. On sera évidemment très curieux et avec un grand plaisir. On lira ces ouvrages qui sont passionnants dans cette nouvelle thématique que tu développes. Merci pour ta participation à cette série Merci Philippe. sur la cryptozoologie. C'était un vrai plaisir de discuter avec toi. Plaisir partagé. Merci Philippe. Merci beaucoup Romuald. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt.